Merci beaucoup, madame. Alors, merci de l'invitation. Pierre Fallas, c'est ça, je suis PDG du CIUS du Nord, médecin de famille de formation, ayant pratiqué en région pendant plusieurs années, puis après ça, impliqué les doigts dans le tordeur de la gestion, formation en santé publique du côté de la santé au travail aussi, comme praticien, et PDG du CIUS depuis le 1er avril 2015. J'étais avant DG à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. La commande qu'on nous a donnée, c'est de vous dépeindre un bref tableau de notre établissement, des populations desservies, des impacts de la réforme sur l'accès, la qualité des services, puis peut-être aussi les limites et les situations, je dirais, plus problématiques qui vont mériter qu'on s'y adresse au cours des prochaines années. Tout ça en 15 minutes. Alors, on va débuter tout de suite, si vous le permettez. Alors, le CIUS du Nord de l'île de Montréal, 3 territoires, 3 anciens territoires, donc Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent, Huntsic, Montréal-Nord, et au sud du métropolitain, la région de Cœur de l'île, qui est constituée de Petite Patrie et du territoire de Villeray. Donc, c'est un territoire qui regroupe à peu près, on a 436 000 personnes sur ce territoire-là. Il y a des caractéristiques qui ressemblent pas mal à d'autres territoires de Montréal en termes de santé publique. Ce qui est remarquable, c'est que c'est un territoire où la natalité est plus élevée dans l'ensemble de Montréal, probablement à cause de la forte présence des immigrants, qui sont par définition plus jeunes que la population de souche. Population immigrante, 47 % sur notre territoire, nés à l'extérieur du Canada. Il y a 15 ans, j'avais vu cette statistique lors d'une visite à Toronto. On était à 51 % à Toronto de personnes nées à l'extérieur du Canada. Puis je m'étais dit, oh, on n'est pas à veille d'arriver à ces chiffres-là au Québec. Bien, on y est presque. On est à 47 % sur notre territoire. J'ai une théorie à ce sujet-là. Autrefois, les immigrants se fixaient autour des ports. Aujourd'hui, ils se fixent autour des aéroports. Et l'aéroport de Dorval, elle est située juste à côté de notre territoire. Conditions socio-économiques défavorables, chômage 6,8, ce sont des chiffres qui ressemblent à la population montréalaise, un peu plus de faibles revenus, sous-scolarisation, 20 %, aucun diplôme n'ayant pas terminé l'école secondaire. Notre CIUS, en bref, 26 installations, donc 12 CHSLD, des installations hospitalières, 6 CLSC, 12 000 employés, un peu plus de 900 millions de dollars de budget, 436 000 de personnes sur le territoire. Des disparités importantes, hein, quand on parle de Montréal-Nord, à l'extrême est du territoire. On est dans, vous le savez, les milieux les plus défavorisés au Canada, là, hein. Et on s'en va vers l'ouest, puis finalement, on frappe le boulevard Gouin et on rentre dans le Bois-Saraguet, cette oasis où habitent les milliardaires de Montréal. Donc, tout ça, ça fait partie de notre territoire. La notion d'équité est particulièrement importante dans la dispensation des services. Le CIUS du Nord est particulier, puis tantôt Martin va vous présenter son CIUS. C'est parce qu'à Montréal, les responsabilités ont été divisées entre les établissements. Donc, dans le CIUS du Nord, vous avez 3 éléments de mandat. D'abord, la première ligne. On doit donner des services de proximité avec nos CLSC, nos CHSLD, les liens avec les cliniques médicales, à 436 000 personnes sur 3 anciens réseaux locaux de services. Puis, en santé physique, un élément de mandat très important. Si vous êtes impliqué dans un accident de voiture, vous avez un trauma crânien en Abitibi, vous allez vous ramasser à l'hôpital du Sacré-Cœur. Vous faites un infarctus à Mont-Laurier, il est probable que vous allez être à Sacré-Cœur. Un cancer à Saint-Eustache, vous serez probablement traité à Sacré-Cœur. Donc, un bassin de desserte de 1,8 million de personnes à Sacré-Cœur et dans nos 2 hôpitaux communautaires, Jean Talon et Fleury. Et santé mentale, un mandat excessivement important. À partir du moment où le ministre Barrette a tranché, il nous a confié l'hôpital Rivière-des-Prairies, en plus d'Albert Prévost. Il nous a donné une responsabilité pour 700 000 personnes. Enfin, l'ensemble des enfants francophones du Nord et de l'Est de Montréal et de Laval pour les services spécialisés, adultes de notre territoire et la population de l'Ouest de Laval pour les services spécialisés en santé mentale. Ça fait de nous un CIUS qui est beaucoup plus ciblé. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de mandat de réadaptation là-dedans. On n'a pas de centre jeunesse, pas de réadaptation physique, pas de toxicomanie-dépendance, pas de CRDI-TED. Donc, c'est plus ciblé, plus focalisé, en même temps un peu plus médical. Parce qu'en réadaptation, la densité de médecins est plus faible. Et chez nous, c'est un petit peu plus médicalisé de par la configuration. Si je veux reproduire ça, je l'ai fait en forme de tableau, où j'ai voulu inclure, bien entendu, l'enseignement et la recherche. Parce qu'on s'est battu pour être un CIUS. Vous vous rappellerez que dans la version initiale du projet de loi 10, du mois de septembre 2014, il n'y avait pas de CIUS. Il y avait seulement des CIS. En fait, la petite histoire, c'est que c'était censé être des centres régionaux intégrés de santé et de services sociaux. Mais là, quelqu'un a cliqué sur l'acronyme et on a enlevé le R.
Alors donc, c'est authentique, c'est pas une blague. Je vais quand même vous parler de l'importance de l'enseignement, mais surtout de la recherche. Parce que si on s'est battu pour avoir ce U, il faut le faire vivre. Alors, on a mis des efforts énormes depuis la création du CIUS pour renforcer nos activités de recherche. On est allé chercher les chercheurs de Rivière-des-Prairies qui étaient associés à l'Institut de santé mentale de Montréal, qui ont transféré leur dossier de recherche chez nous. On travaille beaucoup, beaucoup. On a la chance d'avoir un CAU en première ligne, qui est le Centre Interaction, qui s'intéresse à l'action dans les communautés, les partenariats, tout ce qui est la première ligne. Et bien entendu, le Centre de recherche biomédicale de Sacré-Cœur. On a un portfolio qui est assez équilibré en termes services cliniques, enseignement et recherche. La structure d'encadrement, c'est une des questions qui était posée. Vous vous souviendrez qu'au moment de la réforme, le 3 février, c'était un vendredi soir, je me souviens, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 10 et 6 000 personnes venaient de perdre leur job. En fait, les cadres hiérarchiques des organisations, à part les cadres terrain, leur poste avait été aboli. La commande était de réengager seulement 4 500. Fait que vous allez voir qu'on a été écoutants. On avait 481 cadres à ce moment-là, en 13-14. Et à l'heure actuelle, on est à 338. Donc, le ratio d'encadrement est de 4,21 %. Je ne veux pas décourager ceux d'entre vous qui espèrent un jour être cadre dans le réseau de la santé. Il faut persister, il faut continuer. On n'a jamais échoué tant qu'on n'a pas lâché. Alors, il y aura quand même des postes, puis il y a de la relève au cours des prochaines années. Le ratio, vous avez le ratio des établissements du réseau en bas. OK. Assurance salaire. Pour moi, c'est important, l'assurance salaire, parce que l'absentéisme, c'est un reflet du climat organisationnel. Et pour moi, c'est un marqueur qui est assez important. On est assez fiers. On n'est pas sûr qu'on connaît notre recette. Mais à l'heure actuelle, le réseau est à peu près à 8 d'absentéisme, c'est-à-dire que sur 100 employés qui rentrent le matin, il en manque 8. Ça varie de 5 à 12. Il y a des établissements qui sont à 12 d'absentéisme. À l'heure actuelle, les dernières périodes, on est à 5,4, 5,6. On était un peu plus haut en début d'année. Donc, chez nous, ça s'est maintenu et je pense qu'on a travaillé beaucoup, beaucoup sur le climat organisationnel, les valeurs d'organisation, l'humanisme, le respect, l'équité, l'excellence, l'innovation, la communication avec les employés. Je fais une tournée du PDG des 26 installations chaque année. Et je pense qu'on essaie d'être le plus transparent possible. On répond aux questions au conseil d'administration des équipes qui se présentent. Donc, en tout cas, j'ose espérer que ces mesures-là qu'on a prises contribuent à notre bonne performance de ce côté-là. La réforme, qu'est-ce que ça donne, comme disait Yvon Deschamps? Est-ce que ça a changé quelque chose? Donc, je vais essayer de vous montrer quelques indicateurs. Ici, c'est les urgences, c'est les DMS. Vous êtes familier avec cette méthodologie-là. Hein? C'est des patients qui ont été couchés puis qui sont par les infirmières parce qu'ils sont pas assez bien en attendant de voir le médecin puis qu'on prenne une décision. C'est ce qu'on appelle les patients sur civière. C'est un des indicateurs qu'on suit de près dans nos salles d'urgence. Au moment de la réforme, le 1er avril 2015, on était à 22h24 pour nos 3 hôpitaux, donc Jean Talon, Fleury et Sacré-Cœur. Et il y a une semaine, 10 jours, on était à 13h06. Et là, on cible 12 heures et continue à avancer de là. Ça veut dire des changements importants, surtout dans les processus de pratique médicale. Donc, ça veut dire beaucoup de discussions avec l'équipe médicale. Chez nous, on est en mode de co-gestion avancée. Les chefs de département sont considérés presque comme des cadres supérieurs. Je sais qu'ils ne sont pas selon la loi, mais en tout cas, ils sont certainement considérés comme des officiers hiérarchiques de l'organisation. C'est le rôle qui leur est confié. Et ça nous permet, jusqu'à maintenant, de passer sans trop d'écueil à travers les méandres de la loi 130 qui a été adoptée, puis qui crée beaucoup de résistance dans certains milieux, parce qu'essentiellement, le message qu'on donne à nos médecins, c'est de dire, écoutez, ça change le lien contractuel qui existe entre vous et les institutions, mais nous, on avait déjà un mode de fonctionnement en cogestion, on veut continuer comme ça. Nombre de cas d'attente de chirurgie, plus d'1 an, 553 au 1er avril. On est à 39 présentement, ça a diminué beaucoup. Il faut dire qu'on a eu la chance d'avoir 3 plateaux hospitaliers. Quand on combine Sacré-Cœur, Fleury, Jean Talon, qu'on réorganise les activités, on peut dégager des économies d'envergure, des économies d'échelle qui sont intéressantes avec les équipes. Donc nous, là, nos chirurgiens se présentent sur les 3 plateaux, les anesthésistes aussi. Là. On n'est pas resté en vase clos et en silo. Vraiment, il y a une intégration des services de chirurgie, ce qui nous permet de diminuer les listes d'attente. Nombre de cas de cancer en attente au-delà de 8 semaines, on était à 31, on est maintenant à 10. C'est un gain quand même des 2 tiers. Il faut réaliser qu'on n'atteindra jamais 0. Il y a certains patients qui nécessitent de la radiothérapie ou de la chimio avant d'avoir leur chirurgie. Où on est plus faible, bien entendu, c'est 54,71 accès à la médecine de famille, 61,2 en juillet 2017.
Dans les calculs du ministère de la Santé à l'heure actuelle, il y a 2 territoires qui sont identifiés au Québec. En fait, il y en a 3 comme étant particulièrement pauvres en médecine de famille. C'est le nord de Montréal, l'est de Montréal et la basse ville de Québec. C'est assez surprenant. Ce sont des secteurs où il manque beaucoup de médecins de famille. Il y aurait des ajouts significatifs cette année. On parle peut-être de 25 nouveaux finissants. En région éloignée, la problématique qui est essentiellement réglée, là, il demeure peu de place pour des gens qui voudraient aller pratiquer en région éloignée. Donc, ça, c'est le bas blesse là-dessus. OK, il y a quand même des enjeux importants qui persistent. Je voudrais parler de la première ligne parce qu'il y a beaucoup de questions. Entre autres, c'est quel est l'avenir des CLSC? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut adresser parce que, vous savez, on a pris des professionnels, on les a transférés dans les GMFR. On a comme médicalisé leur pratique. Et en même temps, on a détruit les masses critiques qui existaient de professionnels, surtout psychosociaux, dans les installations de CLSC. Alors, ça nous a amené à un réaménagement sur le territoire des points de service psychosociaux. Par exemple, chez nous, on avait déjà fermé le point de service à Petite-Patrie pour le concentrer à Villeray. Ça, c'était avant la fusion. De même, à Bordeaux-Cartierville, le point de service de Bordeaux-Cartierville avait été transféré à Saint-Laurent ou concentré à Saint-Laurent. Toutefois, sur Huntsic-Montréal-Nord, on avait gardé les 2 accueils à Huntsic et à Montréal-Nord. Et on a dû se résoudre à fermer l'accueil psychosocial. Pas complètement, on lui donne encore des services, mais on a concentré à Montréal-Nord. Essentiellement, c'est une logique d'équité, les besoins étant beaucoup plus importants pour l'accueil psychosocial à Montréal-Nord. Donc, c'est un nouvel équilibre qu'on veut regarder avec la géographie du CIUS plutôt que par réseau local de services. C'est certain que pour les équipes qui ont vécu longtemps dans l'environnement AMN ou Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, au cœur de l'île, il y a des pertes là-dedans et on a beaucoup de résistance au niveau de la première ligne des changements qu'on apporte à l'heure actuelle. En plus, le recrutement de personnel est très, très difficile à l'heure actuelle. Vous savez qu'on est dans une époque où les budgets sont en expansion de façon importante. Notre problème, c'est le recrutement de la main-d'œuvre. OK? On ne coupe pas de poste présentement. Là. On embauche et tout le monde embauche en même temps. Le CHUM cherche 800 personnes. Le nouvel hôpital Notre-Dame communautaire cherche 500 personnes. J'ai eu de l'argent pour les soutiens à domicile, 6 millions de dollars par année de plus. J'ai engagé du monde dans les CHSLD. On aura aussi les structures infirmières auxiliaires préposées, mais il manque de personnel. Donc, à l'heure actuelle, la main-d'œuvre est un enjeu important. L'autre chose, c'est bien entendu l'importante vétusté de nos installations en général. Je reviens sur les indicateurs d'urgence rapidement, simplement pour vous montrer que les caseloads, il y a eu des augmentations quand même assez importantes, mais que les DMS ont diminué de façon importante. L'endroit où ça a diminué le plus, c'est à l'hôpital Fleury, à Jean-Talon. À Sacré-Cœur, c'est déjà assez bon, mais quand même, il y a eu une diminution. Et de façon surprenante, on peut se questionner, on peut se dire, ben écoutez, l'urgence, vous l'avez désengorgée, mais par contre, en haut, aux étages, ça doit être plein, ça doit être débordé. Ben non, en fait, on a des diminutions des taux d'occupation à Sacré-Cœur, à Jean-Talon et à Fleury, parce qu'on dirait qu'on est en cercle vertueux. Il faut prendre les décisions plus rapidement. On a changé les pratiques médicales, surtout à Jean-Talon et à Fleury. On a changé des choses aussi à Sacré-Cœur. Et à l'heure actuelle, nos taux d'occupation sont suffisamment bas pour nous permettre d'approcher du 12 heures à l'urgence, parce qu'on a des lits disponibles, surtout du côté de Jean-Talon et de Fleury, moins du côté de Sacré-Cœur. Ça, c'est les taux d'occupation de l'urgence qui ont baissé beaucoup. Je vous montre maintenant les DMS, ces unités. Alors, Jean-Talon, on a baissé de 28 % DMS en 3 ans. Fleury, 26 % Sacré-Cœur, 6,9 %. Ça, c'est encore long, 12,6 %. Il y a encore du travail à faire, durée moyenne des séjours hospitaliers à Jean-Talon. Beaucoup de travail à faire avec l'équipe médicale. Adapter les pratiques aussi. Il y avait des pratiques qui ne favorisent pas l'efficience. À Fleury, ça va bien, très bien. Sacré-Cœur, la DMS est quand même courte. Taux d'occupation des lits, j'y viens. Ça, c'est le taux d'occupation des lits aux étages. Je m'excuse, l'autre, c'était les civières à l'urgence. Fait que vous voyez, on a des taux d'occupation 75, 76, 92. Sacré-Cœur, c'est un peu plus serré avec les différentes missions spécialisées. Les Américains qui s'amusent à bâtir des hôpitaux neufs tous les 10 ans, hein, ils ne rénovent pas eux autres, ils les jettent à terre puis en bâtissent un autre. Eux autres, ils visent 80 à 85 %. Parce que quand on se promène ces autoroutes en Floride, c'est écrit Sacred Heart Hospital, 5 minutes wait, 3 minutes wait in the ER. Alors, ils agissent rapidement puis ils veulent qu'il y ait des lits. Donc, on commence à s'approcher à des taux d'occupation qui nous permettent de mobiliser la clientèle plus vite. Vous allez me dire, comment se fait qu'on est à 75 % de taux d'occupation puis vous avez encore les 13 heures à l'urgence? C'est une bonne question et on travaille dessus. Dans le fond,
c'est la courbe générique des changements radicaux. Hein? Le ministre a amené un changement radical en termes de gestion. Il a voulu changer la structure de 182 établissements à 34, comme ça. Changer la culture, c'est un peu plus long. Changer les processus. On s'attend généralement à une zone de turbulence. Hein? Où est-ce que la performance du système va baisser? Puis ce qu'on espère, c'est qu'on va être capable de reprendre, là, dans la phase de consolidation, des gains de performance. Personnellement, puis je me trompe peut-être, je suis convaincu que la période des changements radicaux est terminée. En gestion, on dit que les changements radicaux peuvent être tolérés par les organisations, les individus pendant 2 à 3 ans. Après, il faut passer en mode de consolidation des acquis. Il faut revenir en mode d'amélioration continue avec du bottom-up plutôt que du top-down. Je suis certain qu'on commence à entrer dans cette ère-là, puis que les prochaines élections seront vraiment un point tournant par rapport à ce changement. Ce que j'aimerais que ce soit nos futures priorités, puis là, c'est pas du racolage, j'ai mis santé publique en un, c'est pas parce que je suis à l'école de santé publique. Dans ce grand changement-là, on a oublié des affaires. Ça a été top-down, les directives sont rentrées drues, on a un cahier de charge, hein, c'est comme un cahier d'écolier, on est noté, tous les mois CGR, on a nos notes, on voit une note de tout le monde. Alors, c'est très intéressant comme environnement, mais c'est très top-down. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Puis, santé publique, là, on va se le dire, là, la porte est fermée, même si on est enregistré. Ça a été la grande oubliée. Puis, ça a été la grande négligée des dernières années. Ça ne pourra pas durer. OK? Il va devoir y avoir un réinvestissement. Puis, je parlais récemment avec le directeur national de la santé publique. Je pense vraiment qu'il va y avoir un changement. Quand on oublie la santé publique, on oublie les partenariats. On s'est regardé le nombril depuis 2 ans et demi à faire nos devoirs pour avoir des bonnes notes. Puis là, les communautés nous disent « Vous n'êtes pas autant là, le CIUS, que les C3S l'étaient. On vous sent moins sur le terrain. » Puis il commence à se développer des services parallèles via le communautaire ou tout ça à nos services. Fait que ça, c'est un signal qu'il faut se rapprocher de nos communautés puis travailler plus avec les communautés. Les services psychosociaux, voici la primaire que je voulais vous donner. Hier matin, Martin, on a eu le breakdown du 110 millions qui a été ajouté au budget de la santé par M. Leitao la semaine passée. Bon, 110 millions, c'est une goutte d'eau hein, par rapport au milliard du budget de la santé, mais ça peut quand même indiquer une direction. Alors, je vous annonce que 90% du 110 millions s'en va dans les services psychosociaux. Accès à la psychologie pour les enfants et les adolescents. Toxicomanie dépendance, santé mentale jeunes et adultes, centre jeunesse. Il y a une seule mesure de santé physique qui touche la reconstruction mammaire chez les femmes qui ont subi une mastectomie pour cancer. Donc, j'ai comme l'impression, puis Dr Barrette, il y a 2 semaines en CGR, il nous a dit, comme il nous parle, « Vous n'avez pas encore compris que les prochaines années seront psychosociales. » Alors, on est tombé sur... On était déjà assis, mais on a été sidérés. Mais en même temps, il y a quelque chose là, il y a un virage qui est clair. Je ne sais pas si, Martin, tu l'as interprété comme moi, mais j'ai pensé que c'était significatif. Quand on arrête de faire du top-down, puis que les dirigeants savent tout parce que le ministre leur a dit quoi faire, il faut impliquer les équipes. Il faut revenir en mode d'amélioration continue, graduellement, améliorer nos processus, nos façons de faire. Ça implique aussi un changement de rôle pour les gestionnaires. Ils passent de gestionnaires héros, qui éteignent des feux, à coach, qui amènent des équipes à revoir leurs pratiques. La recherche, c'est important, ça a été un peu négligé. On aurait des enjeux à clarifier. On s'est rendu compte, quand on a fusionné ces boîtes-là, qu'il y avait des pratiques différentes, entre autres, sur le soutien apporté à la recherche par les établissements. Dans le secteur social, c'était courant, fréquent, que les établissements utilisaient leur budget d'opération pour soutenir les activités de recherche, tandis que dans le secteur hospitalier, c'était un no-no. C'était interdit de faire ça. Donc là, il faut s'ajuster, mais on s'est battu pour avoir un U. Donc, enseignement et recherche, ce sont des activités qui doivent être privilégiées par l'organisation si on ne veut pas perdre notre U. En plus, on a une responsabilité parce que les autres établissements qui ont eu, ils n'ont pas de responsabilité populationnelle. Hein, le CHUM, il n'y a pas de responsabilité populationnelle, Sainte-Justine non plus, puis Cuisine non plus. Donc, c'est à nous vraiment qui avons une responsabilité populationnelle, au moins de prendre le champ de recherche de première ligne, des partenariats, le soutien des communautés, ça nous revient et on fait des efforts de ce côté-là, particulièrement avec nos gens d'interaction. Voilà, je pense. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est une excellente idée d'inviter des dirigeants du réseau de la santé et des services sociaux pour vous présenter là où est-ce qu'on est rendu dans la transformation après 2 ans.
Donc, pour moi, je vais vous présenter le portrait du CIUS Mauricie-Centre-du-Québec. Vous allez voir que c'est un portrait totalement différent. Et Dr Feller en a bien fait la distinction. C'est toute la portion réadaptation, centre jeunesse, CRDI, CRDP, la portion ambulance, la portion santé publique, qui est confiée également au CIUS de la Mauricie-Centre-du-Québec. C'est un territoire extrêmement vaste où il faut s'assurer d'une répartition également équitable, mais proportionnée en fonction des besoins réels des communautés. Donc, c'est 43 000 km² avec une population à la fois urbaine, rurale, semi-rurale et avec une présence de 4 communautés autochtones sur le territoire de la Mauricie, centre du Québec. C'est 17 211 employés. Vous êtes capable de voir un peu que c'est 490 gestionnaires maintenant. Nous sommes débutés avec 631. C'est 50 cadres supérieurs comparé à ce qu'on avait avant. C'est 145 gestionnaires de moins, dont 3 de moins dans le secteur clinique et 142 au niveau administratif. C'est 1020 médecins. Donc, une répartition quasi équitable entre médecins omnipraticiens et médecins spécialistes. 2000 bénévoles. Il ne faut pas oublier non plus, là-dedans, je ne l'ai pas mis, mais c'est 18 fondations. 18 fondations qui génèrent, grosso modo, entre 10 et 12 millions de revenus supplémentaires à chaque année pour être capable de générer des opportunités de développement à une maximisation de l'offre de services dans tous les domaines de nos missions respectives. C'est 150 installations et malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les faire à chaque année, mais j'ai réparti ça sur un plan d'à peu près 3-4 ans dans lequel j'aurai visité l'ensemble des 150 installations. Et je vous ai parlé tantôt des missions. C'est une vocation universitaire, donc on nous a confié également le privilège du CIUS, principalement à cause de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui est délocalisé à Trois-Rivières, mais également pour l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, qui est l'université de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux dans le domaine du DI-TSA. Et c'est un budget d'opération de 1,4 milliard, donc on fonctionne grosso modo à 3,4 millions d'investissements par jour en santé et services sociaux. C'est la 5e région socio-sanitaire en importance au Québec, dans lequel on vit par contre une particularité importante. On est la 2e région au Québec avec un taux de vieillissement vraiment accéléré. Donc quand on vous parlera des défis tantôt, pour nous le défi du vieillissement et de l'élargissement de la colonne d'âge est vraiment phénoménal et toute la quantité d'immigration pour être en mesure de venir combler le vide du dynamisme de nos collectivités n'est pas aussi omniprésent que dans la région de Montréal. Nous, il faut travailler extrêmement fort pour aller chercher de l'immigration en Mauricie, centre du Québec. L'autre chose aussi qui est important pour moi, c'est que Mauricie, centre du Québec, c'est quand même un réseau qui a bien suivi l'ensemble des transformations. Il ne faut pas oublier, Santé et Services sociaux n'est pas à sa première réforme. Donc, nous, on est en train même de développer actuellement une espèce de Build the CIUS for Dummies dans lequel on est en train d'apprendre des erreurs de la transformation actuelle pour la prochaine qui arrivera en 2025. Si ceux qui ne pensent pas qu'une autre réforme est à venir en 2025, il y en aura une autre. Et le cycle des réformes en santé et services sociaux, depuis sa création comme système de santé, a un cycle d'à peu près 10 ans. Et quand vous comparez aux banques, c'est des cycles d'à peu près 4 ans. Donc, moi, je suis convaincu que les cycles en santé et services sociaux vont se rapetisser et on verra des grands cycles d'adaptation ou de rupture, probablement aux 6 à 8 ans dans les prochaines années. Je vais vous parler de l'implantation. C'est important de se rappeler pourquoi on a fait cette réforme-là. Et là, je prends autant PL10, PL20 que PL130. Et se rappeler qu'il y a des piliers fondamentaux à l'intérieur de cette transformation-là, et on les oublie souvent. La notion de toute la circulation de l'information entre les différents professionnels dans des approches collaboratives ou interdisciplinaires. Et la réforme s'appuie sur 4 grands piliers. Une transformation structurelle, oui, qu'on a passée au cours des 2 dernières années, mais principalement, nous n'avons jamais vu autant d'emphase sur l'importance de la santé primaire qu'on a connu. Là. Et puis quand vous regardez les dossiers de la commission
de Rochon, quand vous regardez la commission Claire, on a une emphase actuellement importante sur la santé primaire, sur l'optimisation des services spécialisés et toute l'émergence de nouveaux modes de financement qui va nous faire passer vers des modes totalement différents que le mode traditionnel et des fois un peu incestueux du financement historique de nos organisations. L'autre chose, c'est que ça nous permet vraiment, après cette transformation-là plus structurelle, de travailler sur de réels parcours de soins fluides et performants, et ça à l'intérieur des différents programmes-services qui constituent notre organisation. Donc, quelles ont été certaines des stratégies d'implantation en Mauricie-Centre-du-Québec? Mais premièrement, on s'est développé une carte routière du changement pour clairement dire aux gens pourquoi on change. Pourquoi on change, c'est quoi le sens de ce changement-là pour que ça soit partagé principalement par le comité de direction, par l'ensemble des cadres supérieurs, des gestionnaires, puis après ça, que ça émule à l'intérieur de l'organisation. Donc, premier élément, donner du sens. Rapidement décider d'engagement stratégique. Donc, je ne pouvais pas, moi, me présenter devant des groupes, devant des gestionnaires, devant des employés, sans avoir une vision du changement, des valeurs de transition, pour être capable, encore une fois, de donner du sens dans une transformation, des fois, peu comprise. L'autre chose, c'est qu'on a développé rapidement des mécanismes de coordination extrêmement rigoureux et des mécanismes de communication rigoureux et beaucoup d'investissements dans le présentiel. Donc, à titre d'exemple, 20 forums de directeurs, 5 tournées des leaders, 69 comités de direction. Il a tout fallu oublier aussi la gouvernance, les conseils d'administration qui avaient la perception de perdre du pouvoir, mais leur faire réaliser qu'ils ont leur rôle à jouer dans la transformation, dans la notion de création de valeur. Et il y a eu 24 rencontres du conseil d'administration au cours des 2 dernières années. L'autre chose, c'était la convergence. On avait 13 établissements à Mauricie-Centre-du-Québec. Et quand j'ai fait le tour la première fois en avril, 13 définitions du leadership, 13 définitions de la performance, 13 définitions de la qualité. Donc, il a fallu trouver des stratégies de convergence. Donc, quand nous, on a décidé, voici le modèle de leadership, bien, on a fait converger. Voici la définition de la performance, on a fait converger. Donc, rapidement, ça a été bénéfique pour nous. La cogestion médicale également, on n'a jamais eu autant de cogestion. Il y a 211 leaders médicaux actuellement à Mauricie-Centre-du-Québec qui font partie de la gouvernance clinique. Et on a utilisé, et ça c'est mon défaut professionnel, un peu mon dada, c'est que la meilleure façon de faire interagir les gens, de les faire converger, on les a fait converger vers du normatif. On a pris les normes d'agrément pour les faire travailler ensemble. Donc, c'était pas l'administrateur ou la direction qui faisait converger les gens sur le clinique, c'était le pouvoir normatif qui a fait interagir les gens dans de l'harmonisation et de la mise en commun. On a développé un vrai nord, donc notre mantra, offrir une expérience client de qualité accessible au meilleur coût possible avec un capital humain en santé. Et ça va me permettre de vous présenter dans chacun de ces domaines-là les résultats atteints aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la réforme ou la transformation qui a généré les effets? Tous et vous là, qui travaillez dans le domaine de la recherche ou dans le domaine de l'évaluation, vous comprenez bien que je ne peux pas garantir la relation de cause à effet, mais je vous présenterai tantôt quelles ont été certaines des variables, selon moi, qui ont généré certains impacts à l'intérieur de mon organisation. Certaines stratégies aussi d'exécution, c'est qu'on a utilisé beaucoup le mot « suicisation », donc de développer des forces d'impact. Donc, ça veut dire se développer vraiment des masses critiques d'intervention pour changer les comportements. Nous avions une opportunité de ne pas nécessairement sugarcoater nos changements, mais avec toute la force du réseau Mauricie-Centre-du-Québec de créer de l'impact. L'autre chose, c'est qu'on a identifié des meilleures pratiques. Ça veut dire on est allé chercher, par exemple, entreprises en santé à Drummondville, patients partenaires, usagers ressources à Shawinigan. On les a adaptés Mauricie-Centre-du-Québec et après ça, on les a suicisés dans l'ensemble de la région. Donc, ça a été un effort considérable d'identification des forces de chacun avec une adaptation et une généralisation de nos savoirs. L'autre chose également que nous avons beaucoup apprécié, et ça, c'est pas négligeable. Une agence, avant, ça devait répartir les ressources de façon équitable, sans n'oublier personne, et pas nécessairement en fonction des réels besoins, parce qu'il fallait en donner un peu à tout le monde.
Actuellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que dans les crédits de développement qui me sont donnés, on me donne un montant d'argent. Et là, on me dit, tu dois le répartir dans ta région. Et là, je prends mes profils populationnels, je prends mes listes d'attente, je prends mes besoins et j'alloue mes ressources en fonction de ce que je décide ou ce qu'on décide pour créer aussi des masses critiques d'employabilité pour éviter de créer de la précarité. On crée des beaux temps complets, des belles structures et on met vraiment les ressources en fonction des réels besoins. Je n'ai jamais autant exercé de l'ARP ou de l'approche populationnelle qu'aujourd'hui. L'autre chose, c'était ce que moi j'appelle le SPA syndrome, là. C'est pas mon patient, c'est pas mon territoire, c'est pas mon budget, c'est pas capable, c'est pas de ma faute. Il y en avait plein de ça. Et ça, c'était tout le phénomène de protectionnisme et de compétitivité à l'intérieur des C3S ou des centres de réadaptation plus régionaux. Et ça, je peux vous garantir, ce phénomène-là, maintenant, il n'existe plus. On a réussi à créer un front commun de modification, un front commun de changement de la santé de la population. Et ça, maintenant, je pense que c'est un gain de régionalisation qui va nous revenir encore plus important. Au niveau de la qualité de nos services, diminution de 24 des infections nosocomiales, créer une force motrice, une force d'impact, harmonisation des pratiques, diminution de 46 des mesures de contrôle. Les contentions, il y avait un paquet d'organisations de CHSLD qui n'avaient aucun règlement sur les contentions, la gestion des contentions. On les a diminuées de 46 en utilisant le pouvoir d'une DSM transversale, DSI transversale, mais pas juste pour un établissement, pour l'ensemble du réseau de CHSLD et des centres jeunesse de notre région. Donc, notre dernière note provisoire pour l'agrément actuellement, 95,5. Je suis extrêmement content de ça, mais c'est au-delà du résultat, c'est tout ce qui est non quantifiable qui a été phénoménal. Le pouvoir de normalisation, les interactions, les collaborations qu'on a créées ont été sans aucun doute extraordinaires. 85 usagers ressources, sans demande d'implication de nos usagers ressources dans l'ensemble de nos programmes d'amélioration continue de la qualité et d'immobilisation. Au tout début, on s'est cherché 2 dossiers de pertinence. Et c'est un dossier qui n'avait jamais élevé en Mauricie, centre du Québec. On a utilisé Choosing Wisely. On a pris les 14 analyses de l'INES. Et depuis ce temps-là, on a diminué le nombre d'analyses de 255 000 analyses de moins. Donc, sur 14 analyses, quand même, ça génère à peu près 300 000 $ d'économie sur 2 ans. Mais au-delà de ça, on pratique de la meilleure médecine et on a tout harmonisé les formulaires dans l'ensemble de la Mauricie, centre du Québec. Et ça a été vraiment une initiative qui a été bottom-up par l'équipe médicale. Donc ça, on est extrêmement fiers de ça également. Au niveau de l'accessibilité, amélioration de 8,4 %. Donc, nous, il nous reste 22 000 personnes sans médecin de famille, dont 9 000 inscrits au guichet d'accès sans médecin de famille. Donc, c'est extraordinaire comme résultat, tout en maintenant l'assiduité de nos groupes de médecine familiale. Et vous avez entendu beaucoup de rumeurs, là, ou beaucoup de choses sur la diminution du maintien à domicile, protecteur du citoyen, etc. C'est pas en Mauricie, centre du Québec. Mauricie, centre du Québec, ça a été une augmentation de 12 % du nombre d'usagers et de 20 000 heures de plus au cours des 2 dernières années. Diminution des listes d'attente de 23 jours en DI-TSA-DP et augmentation de 9 % du nombre d'interventions en jeunesse de première ligne. Encore au niveau de l'accessibilité, les chirurgies de plus de 12 mois, nous, c'est terminé. Et là, il nous reste 100 patients de plus de 6 mois et c'est extrêmement difficile. Mais on a diminué la liste d'attente de 89 % depuis 2014 au niveau des listes d'attente en chirurgie. Durée moyenne de séjour à l'urgence, on est en bas du 12 heures maintenant, 11,28 heures, une diminution depuis 2014 de 2,2 heures. Les 48 heures sur civière, personnes âgées, la même chose. Et au niveau de l'implantation de l'APSS, ça fait partie de PL20. Hein, c'était 9 spécialités. Chez nous, là, on a étudié 35 000 demandes. En plus de tous les listes d'attente historiques, on a diminué ça de 89 % avec des processus d'affaires standardisés, les formulaires harmonisés, implantés dans un DME. Ça a donné des résultats extraordinaires en termes d'accessibilité aux médecins de famille. Et en plus, ils sont convaincus que dans 97 % des cas, on va respecter le taux de criticité de l'accessibilité demandé par les formulaires de demande. Et ça, c'est important aussi de faire le CIUS.
gérer des listes d'attente, là, c'était incroyable. On ne savait plus où étaient les listes d'attente, comment c'était calculé. Et là, maintenant, on répertoire là, 225 listes d'attente. Et si vous allez sur le site web du CIUS Mauricie-Centre-du-Québec, ils sont rendus live et mis à jour à chaque trimestre. Vous êtes capable de voir 225 listes d'attente et les gestionnaires doivent expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire pour améliorer ou l'accessibilité dans ces listes d'attente-là. Au niveau de l'optimisation des services, donc quand moi je regarde actuellement mon tableau de performance de centre d'activité, au cours des 2 dernières années, en créant de l'optimisation inter-établissement, on a amélioré 103 centres d'activité. La performance, c'est notre ranking. On est passé de 7 à 5 ou de 5 à 3. Ça, c'est le ranking de 1 sur 24. Là. Donc, on a amélioré 103 sur 179 comparables en termes d'optimisation. Et on a réussi à générer les économies budgétaires de 38,5 millions sur 2 ans dans les secteurs, je ne les nommerai pas tous, là, qui vous sont identifiés de façon récurrente. Là où on a des enjeux, je vais vous en parler, c'est la notion de capital humain. Donc, ce qui a été important, nous autres, c'est de prendre la décision que, comme il dit dans la littérature, que pour réussir à faire les transformations comme celle-là, ta force motrice, c'est tes cadres intermédiaires. Donc, on a donné beaucoup de tender loving care à nos gestionnaires, beaucoup de développement de compétences, beaucoup de plans de développement individuel, d'évaluation de leur rendement. On a déjà un plan de relève pour tous nos hauts dirigeants. On a fait 2 sondages de santé des gestionnaires au cours des 2 dernières années. Et ce qui nous reste à équilibrer, c'est la charge de travail et la santé globale. Mais on a 18 indicateurs sur 20 actuellement qui sont favorables. Un plan d'entreprise en santé. On a fait un sondage des employés, 8000 répondants. C'est incroyable. Là. Donc, 47% avec un plan d'action détaillé, pratique d'encouragement. On a rehaussé des postes de préposés aux bénéficiaires, 430 rehaussements. Et comme je vous disais tantôt, 200 médecins impliqués. Donc, les comités de pairs, l'harmonisation des outils d'évaluation, on avait 40 évaluations d'ergothérapeutes différents. Là, on est en train d'harmoniser tout ça. Physiothérapie, la même chose. Au niveau de l'assurance salaire, augmentation du taux d'assurance salaire. Mais là, on est content. On a fait un virage prévention important, des investissements importants pour 17 211 employés. On avait 1,4 équivalent temps complet en santé, en prévention du travailleur. Et là, on est en train de renverser la vapeur. Depuis les 3 dernières périodes, on a une diminution de notre assurance salaire. Les enjeux, vieillissement accéléré de la population, augmentation des demandes, bassin de recrutement quasiment vide, non-renouvellement du bassin, des universités et des collèges qui ne remplissent pas nécessairement le cohorte. Nous avons un enjeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On demande à notre personnel d'en faire plus et la pression augmente. Temps supplémentaire, la pression augmente. Assurance salaire. Donc, on est vraiment dans un cycle extrêmement vicieux d'être en mesure de répondre aux demandes de nos collectivités. Au niveau de la recherche, la SUSisation, pour nous, a permis de démocratiser la recherche parce qu'elle appartenait seulement à certaines personnes. Augmentation de 35% des nouveaux projets de recherche et le maintien de tous nos jours stages au cours des 4 dernières années. Bon, est-ce que la réforme a généré des effets? Je ne peux pas vous le dire, mais il y a certaines choses pour moi qui sont sans aucun doute mesurables. Le leadership de l'équipe de direction, la participation médicale à la transformation, le conseil d'administration comme création de valeur, la mobilisation des cadres intermédiaires, l'adoption rapide des mécanismes de coordination et la robustesse et la cohérence qu'on a générée dans la transformation. Je vous dirais qu'actuellement, au-delà de la structure, j'adore ça. Là, on est dans le core business. On est dans l'intégration clinique, la mise en place de trajectoires. On est vraiment dans l'émergence des nouvelles pratiques et c'est là où est-ce qu'on va faire encore plus de gains par rapport à l'expérience patient et à l'amélioration de la qualité de nos services. Donc, et là, on doit apprendre de nos erreurs pour la prochaine réforme de 2025 parce que moi, je serai encore là. Dr. Feller, probablement pas, mais moi... je suis en CHSLD. Merci à vous deux. On va laisser maintenant Régent Hébert interagir avec vous à titre de discutant. Merci beaucoup, Roxane. Bonjour tout le monde. Écoutez, quand on m'a demandé d'être discutant,
J'ai dit oui, je vais me baser sur une conférence qui a eu lieu ici même en 2015, au moment où se discutait cette réforme, et où, avec Paul Lamarche et Damien Contandriopoulos, on avait exprimé les craintes que cette réforme-là suscitait. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un mémoire à la commission parlementaire, de 2 mémoires, l'un de Damien et son équipe et un autre du département d'administration de la santé à l'époque. Et on exprimait donc des craintes. Alors, je suis reparti de ces craintes. Et il faut dire, en écoutant la présentation, que les 2 PDG qui ont été choisis pour venir s'exprimer ne sont probablement pas représentatifs de l'ensemble des PDG. On a là, comment ça? On a là il y a un biais de sélection? Il y a un biais de sélection. on peut se questionner sur le biais de sélection. Vous êtes des gens passionnés, vous êtes des gens qui, dans tout votre parcours, avaient toujours été imprégnés des notions fondamentales de gestion, d'administration et de santé publique. Alors, on a là 2 exemples, probablement des exemples très positifs de la réforme, et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on veut examiner les effets de cette réforme-là. Alors, je vais distinguer 4 niveaux aux questions, et d'ailleurs, j'ai fait parvenir mes questions à l'avance aux deux conférenciers pour pas qu'il y ait de surprise. Alors, ils savent à quoi s'en tenir. Le premier niveau, c'est le niveau de gouvernance. Ensuite, j'ai regardé la fusion des missions, la fusion des réseaux locaux pour finalement en venir à des enjeux de discussion, de gestion, si on a le temps de les aborder. Alors, d'abord, la gouvernance. On a une réforme qui a changé la gouvernance de façon assez importante. Les conseils d'administration n'ont plus le pouvoir de choisir leur PDG et maintenant même leur PDGA, parce que c'est la prérogative du ministre, non plus la responsabilité de la planification stratégique qui vient plus d'en haut, non plus la responsabilité du plan d'organisation qui a été prescrit par en haut, non plus de... Quand on regarde l'histoire de la représentation de la population ou des citoyens, avec les CLSC, il y avait une très grande représentation sur les conseils d'administration. Avec la réforme de 2003, il y avait une moins grande représentation de la population. Et avec celle de 2015, il n'y a pas vraiment de représentants élus de la population sur les conseils d'administration. Alors, ma question, c'est, avons-nous encore vraiment des conseils d'administration? Sont-ils encore des portions importantes de la gouvernance, étant donné la disparition des pouvoirs de ces conseils-là, qui étaient des pouvoirs importants? Bien, l'IGOP a organisé un forum il y a à peu près un mois, je pense, sur la question de la gouvernance dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'y étais pas. J'étais à l'étranger à ce moment-là. Je pense qu'on vit une phase qui est temporaire. Je pense qu'on est dans une gouvernance inhabituelle qui est en relation avec un changement radical qui est piloté par le ministre de façon très top-down. Mais à mon avis, puis je lisais Yvan Allaire la semaine passée, puis je parle à Michel Nadeau régulièrement, je pense qu'on va revenir à une gouvernance plus traditionnelle, plus standard avec le temps. Ça ne veut pas dire que nos conseils actuels n'ajoutent pas de valeur. Je regarde les membres de notre conseil d'administration, c'est des gens on a 10 membres indépendants sur 19. C'est des gens qui œuvrent dans différents milieux, que ce soit les ressources humaines, des grandes entreprises privées, des professionnels qui sont reconnus dans leur milieu. On a un conseil qui ajoute vraiment de la valeur, même si la gouvernance traditionnelle je dirais, est un petit peu estompée pour l'instant. Par contre, ça n'empêche pas le conseil de prendre des initiatives. Comme par exemple, moi, le conseil avait décidé d'écrire déjà au ministre, dans le cadre du renouvellement de mon mandat, 2 mois avant que le ministre leur demande leurs avis. Ce sont des bénévoles. Ils seront peut-être éventuellement rémunérés, je le pense, du moins les membres indépendants, mais ils peuvent quand même ajouter de la valeur. Je ne sais pas, Martin. Ouais. Moi, je vous dirais que depuis, puis en tout respect là, avec les conseils d'administration que j'ai déjà eus dans le passé, je n'ai jamais eu un conseil avec autant de compétences. Donc, ça veut dire que les gens, pour venir sur un conseil d'administration d'une organisation d'1,4 milliard, ont été triés vraiment d'une façon à ce que leurs compétences comme administrateurs soient reconnues. Je vais vous dire que c'est un choix. C'est un choix qu'un PDG doit faire de décider, est-ce que je m'inscris avec mon conseil d'administration dans une logique de conformité, ça veut dire état financier, puis je dépose un rapport, puis la loi dit tu déposes ça, je le fais, ou tu décides de t'inscrire avec ton conseil d'administration en création de valeur pour que tu donnes au conseil d'administration le droit de te challenger sur des orientations. Moi, j'ai fait ce choix-là, et puis je vous garantis qu'au cours des dernières années, même avec les comités du conseil,
ça nous a beaucoup servi. Et quand on est venu faire de la réallocation de ressources, par exemple, pour déplacer, je ne sais pas moi, la médecine spécialisée de là vers là, créer des plateaux d'expertise, quand à un moment donné est venu de la turbulence du milieu, bien, le conseil était derrière nous puis a été capable de dire c'est un choix extrêmement rationnel, c'est un choix qui va améliorer l'accès, améliorer la qualité et les décisions sont beaucoup plus partagées dans un objectif régional. Donc moi j'ai fait ce choix-là et honnêtement, ça me donne beaucoup plus d'assurance dans la prise de décision qu'on doit faire pour une région comme la Mauricie-Centre du Québec. Est-ce que tu penses que c'est aussi temporaire, qu'on va revenir à l'implication citoyenne dans les conseils d'administration? Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a des gens qui sont nommés par le ministre, mais représentent quand même des catégories il faut qu'ils soient des utilisateurs du service. Donc, ça prend quelqu'un quelqu'un qui vit une problématique de santé mentale dans sa famille. Ça prend quelqu'un qui vit, dans mon cas, une problématique avec de près ou de loin en jeunesse. Ça prend quelqu'un qui vit une problématique en déficience physique. Donc, à mon avis, ça va revenir et on l'a probablement déjà. Mais je pense que pour ceux qui ont vécu les élections ou l'approche très démocratique, moi, dans 97 ou 98 %, on était dans des élus par acclamation. Là. On n'avait pas réellement cette espèce de démocratisation de la présence de membres de conseil au sens démocratique du terme. Il y a quand même 3000 personnes qui ont déposé leur candidature pour à peu près 300 places, 340 places. Donc, il y a eu 10 candidats pour chaque poste en moyenne. Du temps des élections, souvent, c'était par acclamation ou encore, c'était contrôlé par des lobbies sur un enjeu précis. C'est ça. Et là, on a migré vers une approche démocratique, vers une approche de compétences. Et je pense qu'à terme, ça va payer le système. Au niveau de la fusion des missions, hein, vous avez eu une fusion de missions extrêmement importante. Est-ce que cette fusion de missions-là n'encourage pas l'hospitalo-centrisme et ne fait pas de l'hôpital encore une mission très importante au détriment de certaines missions qui ont été agglomérées par ce processus-là? Et vous parliez dans vos indicateurs de performance, M. Feller, il y a beaucoup d'indicateurs hospitaliers. Donc, ça colore aussi cette espèce d'impression d'hospitalo-centrisme des nouvelles organisations. Alors, comment vous réussissez à tenir compte des autres missions, non seulement au niveau budgétaire, mais aussi au niveau de la priorisation? Okay. Bon, je vous dirais qu'au niveau budgétaire, là, il y a des gardiens actuellement là, vraiment bien affûtés là, par rapport au respect des permutations des budgets là, dans des programmes services. Honnêtement, j'aimerais avoir beaucoup plus d'autonomie que ce que j'ai actuellement dans la protection des différentes missions, surtout dans des enjeux de problèmes concomitants ou multiproblématiques, dans lesquels tu peux pas camper une personne avec de la santé mentale en DI, en chaise roulante. Là. Tu peux pas le camper dans vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'aimerais pouvoir être en mesure de traiter cette personne-là dans sa globalité, mais non pas de le camper dans un programme service en lien avec une protection budgétaire. Par contre, le danger que vous exprimez de l'hospitalocentrisme, il est là. Il est là parce que c'est un puits sans fin hein, à un moment donné et je pense qu'il faut être très vigilant à l'égard de ça. Mais le danger est là. Mais actuellement, on a des mécanismes, on a des redditions de comptes là-dessus qui obligent cette espèce de protection-là. Mais il ne faudrait pas que ça se fasse non plus au détriment de cette volonté-là de créer des trajectoires de soins encore plus fluides. Notre organisation est atypique, je l'ai mentionné. Nous n'avons aucun mandat de réadaptation. Donc, elle est de nature même un peu plus hospitalière, un peu plus médicale. Il faut aussi réaliser que les priorités de la première année dans le réseau donné par le ministre étaient hospitalières. Deuxième année, CHSLD, et cette année, c'est soutien à domicile. Peut-être que ça sera le psychosocial dans les années à venir. Donc, l'hospitalocentrisme, oui, c'est toujours un risque. Comme dit Martin, il y a quand même des barrières assez importantes parce que maintenant, le financement est de plus en plus morcelé et clairement identifié pour des missions. Donc, la permutation est difficile.
Je vous dirais par contre qu'à partir du moment où on décide de réduire les durées moyennes de séjour, puis de désengorger nos hôpitaux et les urgences, on est peut-être rendu à l'époque où il faut falloir faire le contraire. Il va falloir prendre, par exemple, je vais prendre un exemple en réadaptation physique, où chaque hôpital avait bâti des équipes complètes de réadaptation physique, puis à Sacré-Cœur, l'hôpital universitaire, il fallait qu'il fasse tout seul. Là, hein? Mais là, c'est le temps de prendre ces équipes-là. Si on veut avoir des durées de séjour plus courtes, les envoyer en première ligne pour que les services se donnent en première ligne. On est rendu là. Puis peut-être que les décisions du ministre sur le transfert des professionnels des CLSC vers les GMFR va nous amener à faire ce changement-là où on va dégraisser les équipes hospitalières dans certains secteurs pour les envoyer en première ligne pour donner le service à un autre endroit. Je pense qu'on est rendu là. J'aimerais vous donner un autre exemple. La semaine passée, je rencontrais une équipe terrain à Drummondville, les nouvelles équipes de proximité en jeunesse. Et maintenant, toute la notion d'application des mesures se retrouve dans nos équipes de première ligne. Mon équipe de première ligne d'intervention psychosociale là, pour des problématiques, je ne sais pas moi, de harcèlement, de problèmes identitaires, sexuels, des problématiques de deuil ou de rupture. Cette équipe-là, j'en ai 4. Mais quand je regarde mon équipe d'application des mesures, j'en ai 20. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, si on veut s'assurer que ça ne se rende plus là, il faut travailler là. Mais actuellement, à cause du protectionnisme de la mission réadaptation en jeunesse, ben, j'ai de la misère à faire la permutation et d'investir en santé primaire. Il faut que je trouve de la créativité managériale pour réussir à... Il faut que je fasse attention à ce que je dis, là, mais faut que je... C'est ça, faut que je... Tu m'expliqueras ça. Ouais, Au niveau de la fusion des réseaux locaux, en fait, dans le projet de loi 10, on a remplacé le mot local par territorial. Hein. Là où étaient réseaux locaux, c'est réseau territorial. Qu'arrive-t-il des réseaux locaux? Première question. Est-ce qu'on n'a pas oublié les partenaires? Parce que là, on a un gros joueur qui est public, mais il y a d'autres partenaires. Pour l'intégration des services aux personnes âgées, il y a les entreprises d'économie sociale, il y a les organismes communautaires, un sujet que je connais bien. Et est-ce qu'on est vraiment en intégration fonctionnelle au niveau local? Ouais. Et c'est un enjeu important, là, des réseaux locaux. Que deviennent les réseaux locaux, en d'autres termes? OK, je pense que, je l'ai dit tantôt dans ma présentation, je pense qu'on a un peu oublié l'environnement puis les partenaires dans ces 2 ans et demi-là. On a travaillé beaucoup sur la collaboration à l'interne, mais on a oublié le partenariat un peu. On est rendu, on commence à avoir des retours à des partenaires qui nous disent « Ah, le CIUS, c'est pas comme les C3A c'était, vous êtes plus distant, c'est plus gros. » À une grande entreprise. Vous savez que les CIUS, parmi les 30 plus grandes entreprises au Québec, il y a 14 CIUS ou 6. Hein. Donc, on est un peu plus distant. Puis là, nous, le changement qu'on va faire, là, on va vraiment mettre l'accent sur les trajectoires de service. Puis là-dedans, chacun a un rôle à jouer. Les partenaires du réseau, que ce soit le communautaire, les partenaires du secteur privé, les entreprises d'économie sociale, on va essayer de vraiment là, s'éloigner du service qui est donné en santé mentale ou en santé physique pour intégrer l'ensemble des services où chaque partenaire a un rôle à jouer, puis réimpliquer les partenaires là-dedans. Au moment où on se parle, là, chez nous, les 400 cadres sont en colloque aujourd'hui, c'est le sujet. De passer de la collaboration, de revenir au partenariat avec les communautés et les trajectoires de soins. Donc, oui, on s'est regardé le nombril pendant 2 ans et demi, je l'ai dit tantôt. Il faut dire qu'on avait un haut degré de préoccupation. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un PDG, il n'y a pas un directeur des ressources humaines qui avait déjà géré des entreprises d'1 milliard de dollars de budget par année avec 12 000 employés. Là. On a tous fait une grande courbe d'apprentissage là-dedans. Et on voulait que ça réussisse à l'interne. Mais là, il est le temps là, de sortir puis de reprendre contact avec les partenaires. Le secteur de la recherche va nous aider beaucoup là-dedans, aussi l'enseignement, les liens avec les maisons d'éducation. Et pour moi, c'est un des virages qu'on doit faire là, au cours de la prochaine année, des prochaines années. Peut-être un exemple. Vous savez, quand vous avez parlé tantôt des mémoires là, de Damien Condant-Triopoulos, puis de quand ils ont allé présenter à l'Assemblée nationale. Vous savez que quand vous déposez, les chercheurs ou même les gens de la communauté, ce genre de mémoire-là, nous, ce qu'on a fait avant la création du CIUS, on a eu un mois, là, on a pris tous les mémoires et on a dit « voici ce qu'il ne faut pas faire ». Et là, c'était, selon l'Observatoire de la création des C3S, n'oubliez pas les membres de la communauté, utilisez les leaders intermédiaires comme force motrice, communiquer, puis oubliez de travailler trop ces structures, passer rapidement dans l'intégration clinique. Okay? Donc, c'était les mantras qu'on s'était donnés. Actuellement, il y a 304 tables de concertation sectorielle et intersectorielle actives
en Mauricie, centre du Québec. Dès la création des organigrammes, on a dit à tout le monde, tu ne peux pas laisser une table de concertation, une table vacante, tant aussi longtemps qu'on t'a pas trouvé un remplaçant pour remettre le flambeau. Ces tables-là sont demeurées actives. Et actuellement, on a réécrit tout RP 2.0, responsabilité populationnelle 2.0 et projet clinique 2.0. Parce que tu ne peux pas faire du projet clinique maintenant dans une logique CIUS de la même façon qu'on le faisait traditionnellement en C3S. On a redéfini les modèles, les modalités, tout en respectant les organisations communautaires du milieu et les organismes de concertation du milieu. Mais ce qui est important, c'est de sortir les priorités des réseaux locaux et les priorités socio-sanitaires intersectorielles sont encore décidées par réseau local de services, ce qui va nous donner par réseau local 8 programmes services fois 3 priorités fois 8. Okay? Et ça va être le projet clinique Mauricie, centre du Québec. Là, on vient de terminer santé mentale. La prochaine étape, c'est jeunesse. Et toutes les informations nous arrivent du milieu avec des plans d'action qui émanent de la communauté. Donc ça, on n'a pas laissé tomber ça. Dernière question sur la gestion. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps encore. La diminution des cadres, est-ce que cette diminution-là est efficace ou efficiente compte tenu de l'assurance salaire, du climat chez les cadres? Est-ce qu'on peut faire fonctionner des si grosses organisations avec un nombre aussi réduit de cadres? Veux-tu commencer? Je vais te prendre après. Actuellement, on se retrouve, nous, avec un ratio moyen d'encadrement de à peu près 1 pour 28, 1 pour 27, actuellement, en Mauricie, centre du Québec. Le plus gros défi actuellement, c'est qu'en plus, nous, on a pris des taux d'encadrement ou des strates d'encadrement. Il y en avait 7 en Mauricie, centre du Québec. On a ramené ça à 4. Ce qui fait en sorte que les gestionnaires qui étaient habitués d'avoir l'aide d'un coordonnateur, puis le coordonnateur avait l'aide d'un directeur adjoint, puis le directeur adjoint avait l'aide d'un directeur, ça fait en sorte qu'il y a de la compétence qui doit se retrouver totalement, directement au niveau du cadre intermédiaire, et il faut le reprogrammer à utiliser maintenant toute son autonomie, prise de décision, et ça, c'est extrêmement difficile, parce que la coupure s'est faite drastique, mais on n'avait pas développé les compétences et les talents de tous les gestionnaires au même rythme que la rupture s'est faite. Donc, ça crée un enjeu, et il faut faire comprendre aux gens que de la proximité, ce n'est pas nécessairement de la présence physique, pour moi, à 43 000 km². C'est de la présence, c'est de l'attention, c'est de la disponibilité, c'est de l'accessibilité, mais pas nécessairement de la présence physique des équipes. Et là, on est en train vraiment de rapetisser le gap là, pour développer les talents pour faire ce new management-là, comparé à ce qu'on avait avant, avec autonomie, prise de décision, imputabilité. Je dirais qu'à l'heure actuelle, nos gestionnaires, ils ressentent quand même une certaine surcharge de travail. C'est sûr que la notion de multisite chez nous, c'est pas comme chez vous. C'est très concentré, nous autres, dans le nord de Montréal. Par contre, quand les enquêtes de mobilisation des cadres, c'est la mobilisation et l'engagement est très, très, très élevé chez nous. L'absentéisme est quasi inexistant chez nos cadres. C'est très, très bon. On compte peut-être une dizaine de cadres absents sur 440 à un moment donné. Donc, par contre, on a pris des mesures aussi concilier qualité de vie au travail et la vie familiale. Par exemple, il y a interdiction de circuler des courriels les fins de semaine. Ça peut sembler banal. À partir de 5 heures le vendredi soir jusqu'au lundi matin 7 heures, il n'y a pas de courriel, sauf pour les mesures d'urgence. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde voulait tellement bien faire que ça répondait 24 heures par jour, les téléphones sonnaient tout le temps. Ensuite de ça, on demande aux cadres le vendredi après-midi d'arranger leur travail pour avoir une période libre le vendredi après-midi, puis peut-être de travailler à partir du domicile, ou si la semaine est terminée, on leur demande de combiner ça là, dans les autres journées. On travaille beaucoup, beaucoup avec les cadres intermédiaires. Il y a un programme de formation et on les rencontre régulièrement. Moi, je les rencontre après chaque conseil d'administration. Je fais un déjeuner par mois avec 12 cadres. Donc, qui viennent nous rencontrer. Il y a 3 questions. Comment ça va? Vous, comme cadre, comment va l'organisation? Puis questions-réponses. Toute l'information est confidentielle, mais on fait des suivis par rapport à l'information qu'on reçoit. On essaye d'être présent, puis pour nous autres, c'est un peu plus facile à cause de la proximité. Mais pour l'instant, chez nous, je pense qu'on fait le travail, mais il faut faire attention pour ne pas les surmener. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous.